Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans Milkshaker, le podcast qui agite les idées reçues sur l'allaitement. Je suis Charlotte Bergerot-Palisco, je suis la maman d'un petit garçon de bientôt 2 ans que j'ai allaité durant 1 an. Dans la vie, je suis ostéopathe spécialisée en périnatalité. Je m'occupe des femmes en général, de leur désir de grossesse à leur postpartum, des bébés et des enfants. Chaque jour, au cabinet, j'accompagne des mamans et leurs bébés vers un allaitement serein, en libérant les bébés des tensions qui les empêchent de téter correctement. Au fil des consultations, je me suis rendu compte que le principal frein à l'allaitement, c'est le manque d'information, de partage d'expériences dans une société où l'allaitement n'est pas une norme. Je vous propose donc d'interroger avec moi des mamans et des papas sur leurs expériences, mais aussi de vous informer auprès de professionnels spécialisés en allaitement. Objectif : banaliser l'allaitement sous toutes ses formes, vous le rendre plus accessible, plus facile, et alimenter ce fameux village dont on a tant besoin pour élever un enfant. Je vous présente aujourd'hui, si vous ne la connaissez pas déjà, Catherine Fontenelle. Catherine est consultante en lactation IBCLC, ce qui, je vous le rappelle, est gage de qualité dans la profession. Catherine, c'est ma consultante en lactation chouchoute, d'abord parce que c'était la mienne. Quand je débordais littéralement de lait au bout de quelques semaines et que mon allaitement n'était, comme je le disais, pas du tout compatible socialement, c'est elle qui est venue et qui m'a accompagnée pour trouver des solutions à cette inondation permanente. Mais c'est aussi en binôme avec elle que je travaille au quotidien pour accompagner à mon tour les mamans dans leur démarrage d'allaitement. Cette femme est d'une bienveillance et d'une empathie débordante. Si vous êtes autour de Paris et plus spécifiquement dans les Hauts-de-Seine, je vous la recommande vivement. Pour ce 2e épisode de Professionnels de l'allaitement, elle va vous raconter quand et pourquoi vous pourriez faire appel à une consultante en lactation IBCLC. Et elle va en profiter pour nous donner plein d'astuces et les grandes lignes pour bien démarrer son allaitement. En complément de cet épisode, je vous suggère d'aller regarder sur mon compte personnel ou sur mon site internet le tutoriel IG4U, saison 2, épisode 2, où elle vous parle des démarrages d'allaitement. Belle écoute. Bonjour Catherine, bienvenue dans Milkshaker. Bonjour Charlotte, ravie d'être là avec toi. Merci. Catherine, est-ce que tu peux te présenter rapidement pour les gens qui nous écoutent ? Oui, alors je suis Catherine Fontenelle, je suis consultante en lactation IBCLC depuis une dizaine d'années et également animatrice de portage en écharpe. Catherine, aujourd'hui, on va essayer d'aborder 2 sujets différents. Le premier, c'est essayer de savoir qu'est-ce que c'est qu'une consultante en lactation IBCLC, à quoi ça sert, d'où ça sort, et pourquoi c'est important dans l'allaitement de se renseigner auprès de ces personnes-là. Alors, une consultante en lactation IBCLC est une spécialiste de l'allaitement maternel et de la lactation humaine. Voilà, donc elle suit une formation qui dure 1 an. Elle aborde plusieurs disciplines, une douzaine de disciplines, dont la biologie du lait, la biochimie du lait également, l'anatomie, la physiologie, le développement de l'enfant, la pharmacologie, la psycho et bien d'autres disciplines. Elle passe un examen à l'issue de cette formation. Elle répond à 175 questions, qui sont des QCM. Et donc, si elle réussit son examen, eh bien, elle reçoit une certification qui est délivrée par l'organisme international IBLCE. Voilà, et elle garde cette certification durant 5 ans, puisque les consultantes en lactation recertifient tous les 5 ans et repassent leur examen tous les 10 ans. Donc là, tu vois, Charlotte, je vais devoir repasser mon examen là dans moins de 2 mois pour garder ma certification IBCLC. Pourquoi recertifier comme ça tous les 5 ans ? C'est parce que les données changent rapidement sur l'allaitement. C'est pour s'assurer juste du bon niveau de tout le monde. Voilà, exactement. Donc, comme on s'appuie sur les dernières données scientifiques, eh bien évidemment, on est toujours dans la formation continue et l'idée, c'est de valider nos connaissances. Voilà. Et ce qui permet en même temps, je dirais que c'est un gage aussi de qualité pour les parents. Ça permet aussi aux parents d'être accompagnés par quelqu'un qui est vraiment spécialisé dans ce domaine. Voilà.
D'accord. Donc la consultante en lactation IBCLC, c'est différent de quelqu'un qui serait conseillère en lactation, par Oui, exemple. qui peut avoir une formation de base, sur l'allaitement, mais une formation moins approfondie. Très bien. Et alors, à quel moment je vais pouvoir faire appel à une consultante en lactation IBCLC? Est-ce que il faut que j'ai un problème d'allaitement pour ça? Est-ce que je peux faire de la prévention entre guillemets? Par exemple, je sais pas moi, je sais pas si je veux allaiter. Je me dis que je déciderai sur le moment. Quel moment est-ce que je peux contacter cette consultante? Est-ce que c'est intéressant de la rencontrer? Alors, c'est toujours intéressant, de rencontrer une consultante en lactation, comme tu l'as dit, ne serait-ce que pour s'informer. Hein, savoir un petit peu, bah, voilà, la maman a un projet d'allaitement, elle a entendu des tas de choses, elle-même s'est informée, voilà, en lisant des livres, peut-être, auprès d'amis, allaitantes ou non, et elle a envie Mhm. de savoir un petit peu comment va s'organiser en fait ce projet. Alors très souvent, on voit des mamans qui ont envie d'essayer. Voilà, elles disent bon ben voilà, je n'ai pas envie de me mettre la pression, mais je verrai bien quand le bébé sera là, ce qui se passera, mais en même temps, je ne veux pas de contraintes. Et puis souvent, ces mamans-là, elles aident très longtemps. D'accord. Donc, et parfois, je me dis que c'est bien parce qu'elles viennent chercher l'information. Alors, Mhm. évidemment, lors d'une consultation en prénatal, on va pouvoir aborder différents sujets. On va parler évidemment des bénéfices hein, du lait humain, de l'allaitement pour le bébé, pour la maman, l'allaitement étant quand même un sujet de santé publique, hein, donc c'est important. Notre rôle aussi, c'est de faire de la prévention, d'informer. Hein, et la maman va choisir évidemment ce qu'elle a envie de faire après. On va parler des positions, on va parler du démarrage de l'allaitement, qui est quand même très important et déterminant souvent pour la suite de l'allaitement. Alors pas toujours, hein, parce que on peut très bien avoir un allaitement un peu chaotique au départ et puis justement faire appel à une consultante pour essayer de trouver des solutions et d'avancer dans son projet, voilà, comme on le souhaite. Très bien. Donc du coup, une consultation prénatale, c'est de l'information un peu générale, si j'ai bien compris, sur voilà, qu'est-ce que c'est que l'allaitement, les bénéfices de l'allaitement pour maman, pour bébé, et on commence un peu à faire, à parler des démarrages d'allaitement, parce que c'est souvent un peu le nerf de la guerre, c'est là que la majorité des problèmes peut se présenter. Oui, tout à fait. Et je pense aussi que le fait de se préparer avant, ça permet à la maman d'avoir des outils. Alors moi, j'aime bien utiliser ce terme, hein, ce mot. Je Ouais. parle toujours de la boîte à outils. Lorsque je me rends chez une maman, eh bien, j'arrive avec ma boîte, j'ouvre ma boîte, je sors tous mes outils, je présente les outils. Alors les outils, ils sont, voilà, ça peut être les rythmes du bébé, ça peut être les positions, ça peut être, on parle aussi, également des accessoires d'allaitement, même si, voilà, on dit que lorsqu'une femme allaite, elle n'a pas forcément besoin. Ouais, idéalement, on aimerait ne pas s'en Voilà, servir, mais c'est bon, intéressant de les voilà. évoquer. Après, on a beaucoup de maternités qui demandent à la maman de ramener des bouts de sang en silicone, des coquilles recueillies, et cetera, des choses qui serviront pas forcément, et moins elles servent et mieux c'est. Mais bon, voilà, il y a toujours le cas exceptionnel, voilà, qui fait qu'on peut parfois en avoir besoin temporairement. Du coup, tu les renseignes sur ce à quoi ça sert et comment les utiliser si jamais c'était nécessaire, mais Oui. tu fais un peu de prévention là-dessus aussi. Et puis surtout, bien sûr, et puis surtout, je réponds à leurs questions, hein. Elles vont me poser également des questions sur comment tirer leur lait, et c'est le rôle du papa aussi, hein. Le papa, est-ce que, je peux tirer mon lait de temps à autre et que est-ce que le papa peut donner un biberon? On va me poser des questions sur la tétine aussi. Qu'est-ce que vous pensez de la tétine? Alors c'est vrai que bon, on se doit de répondre, hein, même si on se dit que l'allaitement n'a pas démarré et que ce sont plus ou moins des entraves à l'allaitement. Mais voilà, moi je dis qu'il faut aussi vivre avec son temps et puis accueillir le projet des femmes, hein. C'est-à-dire que Mhm. on est là pour les entendre, les écouter et de trouver voilà des choses qui vont leur convenir à elles. Voilà.
Comment c'est un avantage en fait d'avoir rencontré quelqu'un pendant la grossesse? Qu'est-ce que ça va apporter d'avoir déjà rencontré une consultante pendant sa grossesse pour l'après? Est-ce que c'est justement d'avoir déjà évoqué son projet allaitement, entre guillemets, histoire qu'une fois qu'on appelle et qu'on est au bout du rouleau à J3, J5, avec un bébé qui éventuellement fait un peu mal si jamais ça va pas, est-ce que ça permet aussi que la consultante soit au courant du projet de démarrage hors chute hormonale Oui. post-accouchement, etc. Oui, alors la consultante, elle est au courant du projet. Oui, enfin, en fait, la consultante, elle sait pas. Voilà, elle apporte des informations. Après, l'idée, et je pense que mes consoeurs consultantes pensent la même chose, hein, c'est d'accompagner la maman de façon à la rendre autonome dans son projet dès le démarrage. Alors, D'accord. pour quelles raisons? Ben, on le sait tous, hein, moi je dis toujours que les professionnels font au mieux, mais ce qui revient très souvent, ce sont les discours divergents, voilà, d'un professionnel à l'autre. Bah, les mamans disent ah bah oui, mais là on m'a dit de faire comme ci, l'autre m'a dit de faire comme ça, mais moi je ne sais plus. Et ce que j'explique toujours aux mamans, c'est que l'avantage de voir un professionnel de l'allaitement, une consultante en lactation IB-CLC avant l'arrivée du bébé, ça permet d'avoir des petits outils qui vont permettre à la maman de faire seule. Et si la Mhm. maman fait seule, elle va prendre confiance en elle et en son bébé. Et c'est ça le plus important. Donc ça veut dire qu'elle n'aura plus besoin, alors qu'elle n'aura plus besoin, elle en aura probablement besoin, je n'en sais rien, mais d'un professionnel pour venir l'aider ou au moins soutenir ce qu'elle fait, hein. Le professionnel peut juste être là à ses côtés pour valider, observer ce qu'elle fait et mettre un point d'honneur sur ce qu'elle fait de bien, parce que les mamans font toujours bien pour leur bébé, hein, même si elles pensent qu'elles Elles font font au mal, mieux hein. en tout cas. Eh ben oui, mais ça aussi, il faut le. Moi, je pense que les mamans ont besoin d'être encouragées, d'être soutenues, et, euh, et voilà. Alors, elles pensent souvent qu'elles sont un peu maladroites, qu'elles ne savent pas, mais si quelqu'un de bienveillant est à ses côtés, ben, je pense que voilà, un regard bienveillant, ça suffit déjà pour soutenir une maman. Ouais, et encore une fois, les aider à finalement à retrouver de l'autonomie sur ces sujets où parfois on a l'impression qu'on a besoin d'aide pour Mm. allaiter son enfant, on a besoin d'être accompagné, mais en fait on est capable d'allaiter son enfant. Les mamans savent faire. Les mamans savent faire depuis la nuit des temps. On a juste un problème de représentation en France, hein. On ne voit Mhm. pas d'autres femmes allaiter. Alors, il y a de plus en plus de femmes qui allaitent, mais souvent qui Yes. allaitent seules dans leur coin. Et donc, c'est cette représentation qui fait que eh ben, voilà, on a un regard différent, hein. On le voit bien, hein, sur les réseaux sociaux, toutes ces mamans allaitantes qui soutiennent l'allaitement, qui soutiennent d'autres mamans. Souvent, elles montrent, hein, elles filment leurs petites filles avec leurs poupons. Les petites filles mettent leur bébé au sein parce qu'elles voient leur maman allaiter. Et ça, c'est Ouais. quelque chose que l'on ne voit pas dans notre société. Donc voilà, dans certains pays, alors on parlera de l'Afrique, mais bien d'autres pays, eh ben voilà, les femmes allaitent dans la rue, dans les lieux publics, et c'est normal. Je peux raconter une anecdote. Bah bien sûr, on adore les Ah, anecdotes. alors, j'ai lors de ma formation au CREFAM, le centre de formation des consultantes en lactation à Paris, j'avais fait un petit recueil de données pour mon mémoire. Et à l'époque, je m'étais intéressée à l'allaitement chez les femmes manouches. Donc, je vivais en province et je suis allée dans un camp de manouches, une communauté, et les jeunes femmes attendaient, il y avait une visite de la PMI. Et donc, il y avait une petite salle d'attente. Donc, moi, j'arrive là, un peu en terrain inconnu, hein. On me regardait bizarrement, on pensait que j'étais quelqu'un de la DAS. Et puis, je demande aux mamans, je leur dis, mais qui chez vous a parlé de l'allaitement? Comment est-ce que votre maman, votre grand-mère? Et là, il y a eu Mhm. un blanc, vraiment un blanc. Et Se sont demandé ce que c'était que il y en cette a une qui question. s'est retournée, elle a regardé toutes les autres, elles ont éclaté de rire.
Et je me suis dit: «Zut, qu'est-ce que j'ai bien pu dire?» Mais je n'avais pas dit grand-chose. Et elles se sont retournées et il y en a une qui m'a dit: «Bah, en fait, nous, on a toujours vu les femmes allaiter». Et là, j'avais les données de l'OMS, Charlotte. Mhm. C'est-à-dire que c'est très culturel et dans cette communauté, alors un peu moins aujourd'hui, eh bien les femmes ont cette représentation-là. Et c'est ça qui est extraordinaire. C'est qu'en fait, on se rend compte que les femmes ont besoin de se retrouver pour se dire que c'est normal d'allaiter, normal et d'avoir ce soutien, hein, de maman à maman. Parce que ça Ouais, de la aussi, c'est communauté. important. La communauté, Charlotte, hein. Oui, la consultante en lactation est spécialiste de l'allaitement, a des connaissances approfondies et va pouvoir accompagner les mamans dans des problématiques d'allaitement ou pas, puisqu'elle intervient Mhm. aussi en anténatale. Mais elle va pouvoir également voilà, orienter les mamans dans des groupes de femmes, des groupes de mères. Et d'ailleurs, nous sommes très fiers à Saint-Cloud parce que nous avons déjà un groupe de plus de 120 mamans Ouais, super. qui communiquent sur Slack et vraiment, c'est extraordinaire. Parce que ça veut dire qu'il y a je sais pas, 2 heures, 3 heures du matin, là, tu sais, c'est le moment où on est un peu, voilà, un peu très fatigué, un peu à bout. On se dit: «Oh là là, mais qu'est-ce que c'est compliqué, mais pourquoi c'est comme ça?» Et que là, on se dit qu'on peut communiquer avec une copine qui, elle, est connectée à cette heure-là, parce qu'évidemment, il y en a toujours une de connectée à cette heure-là. Et ben ça, Mhm. c'est un soutien extraordinaire. Hein, c'est-à-dire qu'au-delà de la consultation d'allaitement, il y a ce soutien de femme à femme. Et moi, c'est vraiment ce que j'encourage et je peux te dire que toutes ces mamans, dès que je vois une maman en consultation, je l'oriente vers Zou. le groupe en lui disant, mais Mhm. voilà, vous allez trouver là des solutions de mère à mère. Et c'est ça qui est important. Ouais, c'est hyper important. Ouais, C'est même une très grande base parce que les mamans ont trouvé chacune les solutions qui leur convient et prendre un petit bout de chacune ou un peu de ci, un peu de ça. Voilà, ça permet aussi de trouver des solutions à 2 heures du mat chez soi sans consultante. exactement. Et alors, si tout va bien, mon allaitement démarre bien, tout roule, mon bébé tête, il me fait pas mal, il grossit. J'ai eu le droit de sortir de la maternité, parce qu'il a grossi dans le laps de temps Oui, oui, parce que si tu veux, imposé. c'est le passeport sorti, enfin Voilà, passeport sorti, ouais, c'est sortez vite, mais sortez avec un bébé qui a repris du poids. oui. Ça, c'est une base. Mmh. Alors, bon, tout s'est bien passé. Je rentre à la maison. Je n'ai pas vu de consultante en prénatal qui a pu m'expliquer qu'est-ce que c'est qu'un allaitement qui se passe bien. Est-ce que c'est quand même intéressant que j'en vois une un peu en bilan, entre guillemets? Alors, ce que je disais tout à l'heure, je pense qu'on fait appel à une consultante en lactation lorsqu'il y a une problématique d'allaitement. Mhm. Heu, Après, moi, il m'est arrivé, de voilà, de faire des visites chez des mamans, qui souhaitaient juste avoir une validation de ce qu'elle faisait déjà de très, très bien. Mais en fait, ça rassure, hein. Ça peut être rassurant d'avoir quelqu'un qui vient regarder, qui a un œil toujours pareil, bienveillant et qui va observer ce que fait la maman et encore une fois, il y a des mamans qui en ont besoin et puis quelquefois, il y a toujours des petites choses à revoir, ou pas d'ailleurs, hein. Mais la maman a juste besoin d'avoir quelqu'un qui a un œil averti et qui vient voilà valider ce que la maman a fait. Et puis Ouais. j'en profite d'ailleurs pour, je vais rebondir sur l'influence de l'entourage parce que souvent, quand une maman appelle, alors souvent, c'est pas souvent qu'une maman appelle quand tout va bien, mais si la maman Oui. appelle, c'est juste que l'entourage a véhiculé des choses autour d'elle. Mais tu sais, tu es sûr que tu as assez de lait. Tu sais, moi je me souviens, j'avais un lait qui n'était pas assez riche, hein, le médecin me l'avait dit, hein, Mhm. parce que c'est pas normal quand même qu'il pleure comme ça. Et la maman, en fait, a entendu des choses. Et Elle veut prendre l'avis oui, elle a besoin d'un d'un autre pro. avis et d'un avis de professionnel pour savoir si ce qu'elle fait, elle le fait bien. Et souvent, elle le fait bien. C'est juste que ce qu'elle a entendu, ben, la déstabilise, tout simplement, et elle perd confiance. Et elle culpabilise en plus. Ah bah ça, les mamans, ça culpabilise. Ben oui, ça culpabilise parce qu'on veut toujours bien faire pour son bébé.
Ouais, on veut faire le mieux. Oui. Ok, alors du coup, pourquoi elles t'appellent? Quels problèmes elles peuvent rencontrer? Alors, on va parler plus spécifiquement des démarrages d'allaitement, parce que c'est un peu le nerf de la guerre. Tu l'as dit, c'est vraiment un moment charnière dans l'allaitement. L'idéal, c'est quand même que ça se lance correctement. Euh, à quel moment, qu'est-ce qu'elles vont rencontrer comme problématique, les mamans, qui vont faire qu'elles vont appeler une consultante en lactation? Alors les problématiques, souvent c'est, premièrement, alors je ne sais pas si on peut les classer dans toutes les problématiques que l'on peut rencontrer, mais c'est la douleur, hein. Une maman qui a des crevasses, qui a Mhm, très, très mal, qui est sur le point d'arrêter, voilà, c'est souvent la douleur, un bébé qui ne prend pas suffisamment de poids, hein, là c'est, mhm. voilà. Après, on sort de la maternité, comme tu dis, les séjours sont écourtés, on n'attend pas que les montées de lait se mettent forcément en place. Et c'est vrai qu'à J2, J3, bah, quand une maman sort à J3, quelquefois, elle n'a pas forcément sa montée de lait, hein. Donc voilà, donc la maman rentre chez elle, alors avec un tire-lait. Les mamans sortent avec des tire-laits. Voilà. Ah oui, de plus Et en ben plus. de plus en plus. Donc, alors, je n'ai rien contre les tire-laits. Un bébé qui doit être complété, bah, il vaut mieux que la maman tire son lait et lui donne du lait tiré. Alors au dalle, à la seringue, comme elle le souhaite, hein, ça aussi, ça fait partie des informations que l'on doit apporter aux mamans, hein, expliquer, Mhm. voilà, ce qui est plus intéressant. Peut-être pour ce bébé-là, hein, si un bébé a des troubles de la succion, des freins de On langue. rappelle ce que c'est que le DAL en même Ah temps. oui, bien sûr, c'est un dispositif d'aide à l'allaitement. Alors le DAL, on va l'utiliser ponctuellement, c'est-à-dire vraiment au démarrage de l'allaitement, souvent dans les unités de néonates avec des prémas, alors qui arrivent à téter quand même, hein, parce que il faut quand même qu'ils puissent, voilà, ouvrir la bouche, tirer la langue et extraire le lait pour aspirer un petit peu le lait. Mhm. Voilà, on peut faire du DAL au sein. Donc c'est une. Alors je vais expliquer hein, brièvement qu'est-ce que le DAL. Donc en maternité, on va l'utiliser parfois pour compléter un bébé et on va aspirer du lait dans une seringue. Alors soit dans une seringue, je vais l'expliquer avec la seringue, hein. Et puis on va ajuster une petite sonde très fine, Un petit tuyau, voilà, ouais. un petit tuyau, et on va positionner l'extrémité de la sonde sur le mamelon. Alors voilà, on va poser la sonde sur le sein de la maman et l'extrémité arrive vraiment sur le bout du mamelon. Donc on peut mettre un petit morceau de sparadrap hein, pour maintenir le dalle. Et en fait, le bébé va téter, donc le sein de sa maman, va simuler recevoir du lait de sa maman et son complément en même temps. Donc on gagne du temps, c'est moins fatigant évidemment pour la maman. Alors attention, il y a des mamans qui sont très à l'aise avec le DAL et d'autres qui, voilà, n'adhèrent pas du tout au dispositif, hein, parce qu'elles ont l'impression qu'elles vont, voilà, démarrer l'allaitement avec un DAL. C'est vrai que ça peut être compliqué et on peut avoir aussi des mamans qui abandonnent tout parce qu'elles trouvent que c'est trop compliqué. C'est pour ça que si tu veux, au démarrage à la maternité, il faut faire très, très attention à tout ce que l'on va mettre en place, c'est-à-dire les tire-laits, les compléments, y compris les compléments de lait artificiels, hein, quand ils sont donnés un peu à la légère en pensant que le bébé a faim, que la maman est trop Mhm. fatiguée. Ça, c'est un peu la pensée, le regard du soignant. Alors, c'est pas pour critiquer les équipes médicales, hein, puisque moi-même, je travaille dans une maternité et avec une super équipe, et que tout le monde fait vraiment de son mieux. Mais quelquefois, quand même, on se dit que on pense à la Oui. place de la maman. Oui, et puis ils font de leur mieux dans le temps imparti. Exactement. Et malheureusement, le temps imparti est parfois trop court Et oui, pour que oui, l'allaitement ait vraiment le temps de se exactement. mettre en route. Ouais. Donc, si tu veux, si on reparle un peu de la préparation avec la consultante, si la maman, alors ce que j'ai expliqué cet après-midi à une maman que j'ai vue en anténatale, voilà, on a parlé de beaucoup de choses, hein. Voilà, je lui ai parlé ben, de ce que je te disais tout à l'heure, du démarrage, du pot à pot évidemment, du don de colostrum si le bébé ne tète pas, qu'on peut donner à la petite cuillère, de l'expression manuelle, de la compression du sein, quoi faire si le bébé dort beaucoup. Voilà, donc il y a vraiment des choses
Il y a vraiment des tips à connaître Exactement. avant que ça commence pour savoir Oui, qu'est-ce qu'on peut utiliser comme outil, ouais. comme tu dis, si jamais une difficulté, même minime, se Se présente. présente. Alors déjà, Charlotte, il y a la proximité, hein, c'est-à-dire que Ouais, c'est quoi les grandes règles pour qu'un allaitement démarre bien? bah, écoute, les grandes règles, c'est déjà, alors souvent on dit: «Il faut que la maman se fasse confiance». Moi, je trouve ça un peu léger parce que, se faire confiance quand on part dans l'inconnu, un bébé, on l'a porté 9 mois, mais quand il est là, on le connaît pas encore, on va apprendre, on va faire connaissance, il va se passer des choses, donc c'est pas toujours évident. Mhm. Moi, je dis que le plus important, c'est la proximité, faire du pot à pot au démarrage. Ça, toutes les mamans peuvent le faire. Si c'est pas la maman, c'est le papa. Très peu de berceaux. Alors évidemment, il y a certaines mamans qui disent oui, mais moi je dors quand? Eh ben la maman peut dormir dans la journée si le papa est présent. Le papa garde le bébé en pot à pot. La maman se repose, elle fait une sieste d'une demi-heure, 1 heure, elle récupère et après ça va tellement mieux. Et puis ce sera Mhm. bénéfique également pour la montée de lait, hein. Une maman qui est fatiguée, une maman qui est contrariée, une maman qui est algique, eh bien, c'est vrai que ça risque retarder un petit peu la montée de lait. Donc, il faut que la maman puisse se reposer, avoir son bébé sur elle autant de fois qu'elle le peut et puis se dire que quand elle est fatiguée, il y a le relais papa et pas le relais Ouais. soignant. C'est-à-dire que moi je dis souvent aux mamans que si le bébé va en nurserie, c'est compliqué quoi, hein, la nuit, hein. Donc Ouais. et puis la maman dort pas mieux pour autant, hein, pas du tout, hein. Mais ça, c'est pareil, c'est notre rôle aussi d'être auprès de la maman, de lui expliquer, comment, contenir son bébé, comment l'apaiser. Si le bébé est en peau à peau, il va se calmer. Si le bébé ne se calme pas, il a peut-être faim et là, du coup, ben, c'est direct à la source, hein. Voilà, hein. Ouais. Alors Tout simplement. il faut beaucoup, 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 beaucoup parler également des rythmes du bébé. Hein, ce qui se passe dans les premiers jours et qui évolue chaque jour, hein. Ça sera à Oui, parce J0, qu'un bébé évolue très vite. à J0 voilà, on pensera comme ça, à J1 ce sera autrement, à J2 encore autrement, à J3 et après on rentre à la maison et là ça y est, on est parti, c'est la grande aventure et on va découvrir, hein, plein de choses avec, avec son bébé. Donc pour revenir à ta question, bah, écoute, le plus important, c'est la proximité. Moi, je dis toujours à la Mhm. maman: «Qu'est-ce que vous emmenez à la maternité?» Un bandeau de peau à peau si vous en avez un, si vous n'en avez pas, bon, bah, vous ferez autrement, hein. Vous pouvez mettre une petite chemise, enfin, dans notre maternité, on remet aux mamans des petits Un bandeaux. débardeur un peu Ah, élastique. exactement, ça c'est tout à fait possible, voilà. Qu'est-ce qu'on peut ramener encore à la maternité? Une petite cuillère. Voilà. Alors Ouais. la petite cuillère, elle sert à quoi? Ben, quand le bébé, par exemple, dort beaucoup, hein, ça aussi, il y a des choses à prendre en compte. C'est l'accouchement peut-être a été très long, ce bébé est resté coincé, il est arrivé un peu sonné. Il récupère du voyage, hein, mais il va récupérer sur le corps de sa maman ou de son papa, hein. Et puis il récupère les germes de ses parents, hein, sur la peau de ses parents. Donc ça, c'est très important également de garder ce contact. Et puis, si vraiment il ne t'aide pas, et ben la maman va exprimer elle-même du colostrum qu'elle va lui donner à la petite cuillère ou simplement avec le doigt. Si elle a deux, trois petites gouttes de colostrum, elle va badigeonner sa bouche avec le colostrum. Et c'est bien, Ok. voilà, parce que le bébé, ça va l'inciter à téter à un moment Mhm. donné et ça le nourrit en même temps. Voilà. Ok, d'accord. Donc un bandeau de peau à peau, une petite cuillère et soi-même, la La proximité. proximité et le soutien du papa, évidemment, si le papa peut Ouais, et le être papa. présent, Ou la c'est deuxième maman, le conjoint. oui, voilà, exactement, le papa soutenant et les papas sont vraiment chouettes, hein. Je vois des papas, souvent les papas ils disent: «Mais nous on fait quoi?» et en fait on ils savent quoi faire les papas, hein. C'est lorsque Ouais. tu installes une maman sur un lit et bien, le papa tout de suite, tu n'as même pas besoin de poser la question, hop, il va chercher un oreiller, il cale le bras de sa femme. Enfin vraiment les papas sont top. Et ils ont un rôle à prendre tout de suite, tout de suite. Oui, Parce qu'on se pose souvent la question, mais non, tout de suite, vous pouvez prendre un rôle, messieurs, si vous ouais. écoutez. Ok, donc ça c'est la maternité, les grandes règles pour que ça se passe bien. Si d'aventure, malgré tout ce qui a été mis en place et les conseils d'avant, il y a quelque chose qui se passe pas bien, on va revenir sur cette question-là. C'est quoi les grands symptômes? Donc c'est la douleur, le bébé qui prend pas assez de poids,
Est-ce qu'il y a d'autres raisons pour lesquelles les mamans t'appellent dans les Oui, démarrages une d'allaitement? lactation qui se met pas en place. Mhm. Voilà, donc alors là, encore une fois, pourquoi, faire appel à une consultante en lactation? Parce qu'il y a des choses à évaluer. Ça va se passer comment une consultation ouais, de lactation en post-natal? Alors en postnatal, bon, on a toutes, on travaille toutes un peu dans des structures différentes. Alors moi, j'ai une activité à l'hôpital, encore un peu à l'hôpital et beaucoup en libéral. Ouais. Et puis évidemment, on fait beaucoup de domicile. Donc moi, je vais te parler de la consultation à domicile. Donc je me rends chez la maman. La consultation dure à peu près 1h30. On va faire un Mhm. dossier, hein, une anamnèse, pour connaître un peu l'histoire de la maman, la grossesse, l'accouchement, les antécédents médicaux, chirurgicaux, des éventuelles allergies, comment ce bébé est arrivé, voilà, si c'était un parcours normal, s'il y a eu comment dire, une stimulation FIV ou autre. Ouais. Voilà, on va faire un dossier très détaillé de la maman, des parents et du bébé, hein. Donc le bébé, le poids de naissance, le poids le plus bas, le dernier poids que l'on a, Mhm. voilà. Et puis moi, comme tout le monde, hein, on marque le motif de la consultation. Oui. Si la maman appelle, par exemple, pour des douleurs au mamelon, bien l'idée c'est, de regarder pourquoi cette maman a mal, hein, pourquoi elle a des crevasses, par exemple. Alors, il y a des mamans qui ont des douleurs sans crevasses, mais parce que, si tu veux, si on n'analyse pas la situation correctement, on peut passer à côté de plein de choses. Alors, on va Ok. évaluer la succion du bébé, hein, on va essayer si les parents nous y autorisent et si le bébé est d'accord, hein. Il n'est pas question d'aller mettre les doigts comme ça dans la bouche du bébé sans être autorisé à le faire. Le bébé a le droit de râler, hein, de se fâcher, de dire non, j'ai pas envie. Et là, on va pas insister. Et puis surtout, on va beaucoup observer. Hein, on va observer, donc on va voir comment le bébé, alors si on évalue évidemment la succion, on va regarder la profondeur du palais, on va examiner, on va regarder sous la langue du bébé, sous la lèvre supérieure pour voir, oui supérieure pour voir s'il n'y a pas de frein, hein, ces fameux freins de langue ou freins de Tout à lèvres fait. qui peuvent causer de sérieux problèmes. Voilà, donc ça c'est quelque chose qu'on évalue. On va regarder, on va inviter la maman à mettre son bébé au sein. On va la laisser s'installer. Moi, je la laisse s'installer et ensuite, voilà, je rediscute avec elle. Je lui dis, bah là, vous pourriez. Est-ce que vous pensez pas que dans cette position-là, en vous mettant un peu plus en arrière, vous seriez pas plus confortable? Et en fait, je vais la guider dans ce qu'elle aura envie de faire, hein, parce que des mamans qui, dans certaines positions, ne sont pas du tout confortables. Et l'idée, c'est que la maman soit confortable avec son bébé, parce que c'est comme ça que ça va fonctionner. Donc, on va regarder comment le bébé se comporte au sein, la position évidemment qui est importante pour le transfert de lait et éviter ces fameuses douleurs. Et puis le transfert, évidemment le transfert de lait. Est-ce qu'on entend bien ce bébé déglutir? Combien de déglutitions? Voilà, on va observer tout un tas de choses qui sont importantes pour évaluer la situation et savoir, voilà, les crevasses, elles peuvent être dues, alors là je prends l'exemple des crevasses, à une mauvaise position, à un bébé avec un frein de langue un peu court, un frein de lèvres, Mhm. voilà. Donc il y a vraiment Un bébé tendu. un bébé tendu que l'on va envoyer rapido chez l'ostéopathe. Je prêche pour ma paroisse. Non, mais tu peux prêcher pour ta paroisse parce qu'on le sait, toutes les consultantes le savent. C'est vrai que des séances d'ostéopathie ou de chiropraxie, c'est intéressant évidemment. Après, alors moi je prends toujours comme exemple quand on était gamin, on se cachait dans des placards quand on jouait à cache-cache, on se mettait vraiment voilà, complètement serré dans un placard, puis en sortant du placard, bah là on avait un peu plus de mal à se redresser. Bah, je me dis, le bébé, il a passé 9 mois dans sa bulle et puis il commence à se déplier progressivement et que Voilà. quelquefois, il reste un peu comprimé, hein, dans le... Voilà, donc il y a quand même... Voilà. D'autant que la sortie du placard est un peu plus étroite C'est ça, tout qu'un à fait. placard. Donc, heureusement, les ostéopathes sont là pour travailler autour de ces tensions, de ces préférences rotatoires, comme tu dis, hein, tu vois, j'ai bien appris le mot.
Ah oui. un peu à droite, un peu à gauche pour la tête, mais effectivement, ça va jouer sur la prise de sein et sur la succion. Et d'ailleurs, à ce sujet, souvent les mamans disent, bah, sur ce sein-là, ça va très bien, mais sur l'autre, il n'est pas du tout confortable et il me fait mal. Ben, souvent, Ouais, ça c'est vraiment le signe d'un bébé qui a un blocage quelque part et qui est empêché d'un côté mais pas de l'autre. alors justement, ce que je vais préciser, c'est que la consultante ne travaille jamais seule. C'est-à-dire que nous, on est là effectivement pour évaluer la lactation de la maman, hein, la production de lait, Ouais, est-ce dire qu'elle est que le bébé suffisante prend, pour le bébé? voilà, exactement, prend suffisamment de poids, la succion du bébé, la prise de sein, les positions, c'est notre rôle, hein, ça c'est voilà. Mais dès qu'il y a une problématique autre que l'on ne va pas diagnostiquer, mais que l'on voit, hein, tu as employé un mot tout à l'heure, je ne sais plus lequel, pour ne pas Tu dire suspectes. suspect. Voilà. Et bien, dans ces cas-là, effectivement, on va orienter et on travaille en réseau. Et c'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire qu'on Ouais, va, parce que les problématiques d'allaitement sont quasiment toujours oui, multifactorielles. complètement. Donc, on oriente, alors on oriente vers différents spécialistes, hein. Donc l'ostéopathe, ça peut être le chiropracteur, ça peut être un orthophoniste, ça peut être un ORL, voilà, et un pédiatre, hein, Ouais, bien sûr. voilà. Mhm, aussi. Hein, on ne donne aucun avis médical, hein. On n'est pas, voilà, d'ailleurs, on n'est pas assimilé profession médicale, hein. Donc voilà, si Mhm. vraiment on a un doute, hein, sur la croissance d'un enfant et une fois qu'on a tout évalué, on se dit bon bah là, ben voilà, on peut même faire un compte rendu avec l'autorisation des parents au médecin, voilà, qui va prendre en charge cet enfant. Ok, ok. D'autres symptômes dans les démarrages d'allaitement? Souvent, on entend parler d'engorgement, de mastite, tout Oui, ça. Ça aussi, c'est une raison pour laquelle oui, 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 on peut oui. appeler une consultante. Oui, alors effectivement, alors c'est vrai que bon, la montée de lait à la maternité, moi je dis enfin, à tous les professionnels qui accompagnent l'allaitement, c'est un petit message que je fais passer, parler de la montée de lait. On voit beaucoup de mamans complètement désemparées au moment de la montée de lait. Elles Mhm. savent pas ce qui leur arrive, elles comprennent pas, elles pensent qu'elles vont rester comme ça pendant des semaines, voire des mois, les pauvres, mon Dieu. Et puis d'une femme à l'autre, évidemment, ce sera différent. Il y a des montées de lait qui passent complètement inaperçues. La maman a des seins souples, elle va juste remarquer que les écoulements ont changé de couleur, que les selles du bébé ont changé de couleur, et ça c'est très bien. Mais elle dit bon, j'ai pas l'impression, non, ils sont pas plus tendus que ça, voilà, tout va bien. Et puis d'autres mamans qui voient leur poitrine doubler de volume, qui devient très dure, très dense, et elles n'arrivent même pas à faire téter le bébé, le lait ne s'écoule pas. C'est compliqué, mais c'est pas grave. Il y a des remèdes. Toutes les situations peuvent être normales, entre guillemets. Ce qu'il faut, c'est être accompagné et savoir que ça peut Voilà, arriver. c'est ça, hein, d'expliquer à la maman ce qu'elle peut faire. Des massages très doux sous l'eau chaude, la technique du verre tahitien, qui n'a Ouais. rien de tahitien, mais qui marche très très bien. Des compresses froides, des compresses chaudes, enfin voilà, tout ce qui va soulager la maman temporairement, et puis surtout faire téter le bébé, hein, ça c'est une évidence, hein. Alors quand les seins sont très 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 tendus, la maman peut faire ce que l'on appelle, alors là comme ça l'expliquer, l'assouplissement par contrepression pour assouplir l'aréole et permettre au bébé de prendre le sein plus facilement. D'accord, c'est pour aider le bébé dans sa prise, ça. Exactement. Mm. Ouais, c'est un peu technique à expliquer. Et puis, Oui, ouais, oui, à l'oral, comme ça, c'est pas évident. c'est un peu Voilà. compliqué. Ouais. Mais il faut Il rencontrer faut, une consultante si, de toute façon, si voilà, il jamais il faut y a un souci. assouplir la. Alors, juste une dernière chose, hein, j'ai oublié tout à l'heure. On a parlé du pot à pot, on a parlé de la petite cuillère, et moi je dis toujours aux mamans, si vous voyez une consultante en lactation en prénatal, vous avez le numéro de votre consultante. Alors, votre consultante, elle viendra pas à la maternité en ce moment parce que seul le papa est Mm. autorisé. Mais par contre, mesdames, avec WhatsApp, FaceTime, le temps que la maman rentre à la maison, eh bien, j'ai envie de vous dire que On peut déjà se parler, on ouais. peut déjà voir des choses, hein, et se parler, bien sûr.
Et je crois qu'on a oublié de dire un truc, mais parce que ça nous paraît évident, parce que, enfin voilà, avec Catherine, on travaille souvent ensemble, elle sait que je connais pas mal de choses sur l'allaitement, mais il y a un truc qu'on a oublié de dire, mais c'est que l'allaitement, c'est à la demande. Ça, c'est la, c'est la première règle qui est Alors, toujours aussi valable et qui va l'être encore longtemps, c'est que bébé va au sein aussi souvent qu'il le souhaite. Alors, bébé va au sein aussi souvent qu'il le souhaite, c'est la question, et on entend encore toutes les 3 heures. Bah, l'allaitement, c'est pas toutes les 3 heures, hein. Ouais, ça, je trouve que c'est bien de le rappeler. Voilà, c'est pas toutes les 3 heures l'allaitement. Alors évidemment qu'il y a des cas particuliers, hein, des bébés prématurés qui doivent effectivement avoir des apports toutes les 3 heures parce qu'ils ne se réveillent pas forcément. Nous sommes bien d'accord, et encore, hein, j'ai envie de dire qu'entre deux prises, hein, de repas, enfin entre deux repas, ils peuvent très bien aller au sein, même s'ils lèchent un peu le sein de leur maman, c'est pas interdit, Ouais. hein. Généralement, on fait beaucoup de pot à pot, hein. Les soins kangourous, c'est intéressant, et tous ces bébés très prématurés qui bénéficient des soins kangourous, c'est extraordinaire, hein, vraiment. Si les mamans entendent parler de ces soins, allez regarder sur Internet. Il y a vraiment, on explique l'intérêt de ces soins-là. C'est beaucoup de proximité, c'est Voilà, ça, beaucoup de dans la prématurité. proximité dans la prématurité, et voilà, l'idée, c'est de remettre un peu ce bébé dans sa bulle, hein. C'est sûr qu'il sera toujours mieux contre le corps de son papa ou de sa maman que dans une couveuse avec, voilà, du bruit, des germes, et voilà. Les tétés à la demande, les tétés au signe d'éveil. Il est bien évident que si un bébé est dans un berceau, bah, les phases d'éveil, on les voit pas forcément. Alors, c'est pas que la maman n'a pas un œil sur son bébé, c'est juste que si la maman est fatiguée, et puis quand on vient d'avoir un bébé, ben, on n'a plus de visite, on le voit bien, les mamans communiquent beaucoup avec leur smartphone, et voilà. Donc le bébé, lui, il fait des signes, hein. Il envoie des petits clignotants, hein, en disant bah voilà, moi je suis prêt à téter là, mais n'attendons pas que je pleure, sinon je vais me fâcher très fort. Et après, c'est Ouais, vrai que c'est beaucoup plus compliqué de mettre un bébé au sein quand le bébé pleure. quand il hurle. Voilà, donc si C'est on ça. a le bébé sur soi, eh ben, c'est simple. C'est-à-dire que la maman, et ça c'est le rôle de la professionnelle, de regarder avec les parents, de dire: «Regardez, ça c'est une phase d'éveil. Là, votre bébé est prêt à téter», et donc les parents, ils apprennent comme ça, et le bébé et la maman, elle peut très bien s'installer, ça lui laisse le temps d'ailleurs de s'installer, Mhm. de faire perler un peu de colostrum ou un peu de lait, sans que le bébé s'énerve, et le bébé, à un moment donné, il va s'accrocher au sein, hein, Ouais, dans le calme. dans le calme. Et alors, surtout pour les mamans qui ont mal au sein, hein, ça, c'est pas normal, il n'est pas normal d'avoir mal. Ça, je le Mhm. précise, hein, j'insiste. Et ben, si la maman anticipe, bah, c'est sûr que le bébé est beaucoup plus détendu. Donc, ça se passera Ok. beaucoup mieux. Mm. Ouais, ça c'est important, repérer les Ouais. signes d'éveil. Et puis c'est vrai que voilà, quand on devient parent, on apprend tous les jours. Et ça, c'est clairement un truc que les professionnels autour peuvent accompagner, à savoir reconnaître Mm. le signe d'éveil d'un bébé qui commence à ouvrir les yeux, à chercher quelque chose, à passer une main devant la bouche. Il y a Et, vraiment des signes, hein, voilà, et ça, c'est, on en parle tout le temps aux parents, hein. Regardez, observez, hein. L'allaitement à la demande, c'est pas suffisant. La demande, un bébé qui dort, il peut dormir pendant 5-6 heures, hein. Donc Mhm, ça, ça va être compliqué. Par contre, l'allaitement au signe d'éveil, et ce qu'il faut savoir, c'est que plus le bébé a accès au sein, plus il tète, et plus l'envie d'y retourner, et ça va faciliter. et plus il stimule. Et voilà, et ça va faciliter évidemment le démarrage de l'allaitement et la poursuite de l'allaitement. Mmh. Alors, on est plus Ok. à 8-12 tétées par 24 heures. L'OMS dit même jusqu'à 18 tétées par 24 heures si, au retour à la maison, on compte les petites tétées en grappe là du soir, qui Ouais. sont très très importantes, hein. Les bébés Ouais, en fin de journée, il y a souvent une période comme ça où les bébés oui. tètent un peu tout le temps. Oui, et les bébés, en fait, changent de comportement, hein, les tout petits, là, en fin de journée. C'est-à-dire qu'ils se recalquent sur le rythme qu'ils avaient in utero, hein. C'est-à-dire, Mhm. on dit toujours aux mamans, vous imaginez quand vous étiez enceinte, dans la journée, c'est vrai qu'on sent pas beaucoup les bébés bouger. On est toujours en mouvement, hein. Et le soir, quand vous vous allongez sur votre canapé ou dans votre lit, alors là, ça galope, et là, les mamans sentent vraiment leur bébé bouger. Mais en fait, le bébé Mhm. va reprendre ce rythme-là,
Et du coup, tant mieux, il va téter très souvent et comme il tète très souvent, il arrive sur un lait qui est beaucoup plus riche, beaucoup plus gras et c'est tant mieux parce que peut-être que dans la nuit, ça lui permettra d'espacer un petit peu cet effort. Sur un malentendu, peut-être on pourra Oui, dormir un petit peu. voilà. Ok. Alors ensuite, Catherine, on avance un petit peu dans l'allaitement. On se demande à quel autre moment on pourrait avoir besoin d'une consultante en lactation IBCLC. Et il y a une grande étape, une fois que les démarrages d'allaitement sont passés, que ça roule, que bébé tète bien, que petit à petit il espace ses tétés ou pas, qu'on dort ou pas. En tout cas, à un moment, c'est fréquent que les mamans aient à reprendre le travail. Est-ce que c'est un moment où la consultante peut intervenir? Comment elle va pouvoir aider la maman pour gérer cette reprise du travail? Alors, la consultante a un rôle important, hein, au moment de la reprise du travail. Bon nombre de mamans m'appellent souvent pour me dire, voilà, je vous appelle pour une consultation, voilà, pour un sevrage. Je reprends le travail, je compte sevrer mon bébé. Ah oui, donc elle t'appelle souvent pour un sevrage. Pour elle, reprise du Oui, travail voilà. rime un peu avec Alors, pas sevrage. toujours, hein. Quelquefois, ce sont des mamans qui ont vraiment envie de continuer, d'autres mamans qui ont envie de faire un mixte, hein, donner peut-être le sein le matin, le soir et le reste du temps, donner autre chose que du lait maternel parce qu'elles ne peuvent pas ou elles ne souhaitent pas tirer leur lait. Ça, c'est leur choix. Mhm, Alors, le rôle de la tout à fait. consultante, ça va être déjà d'accueillir, hein, le projet de la maman et de savoir exactement où elle en est dans est-ce qu'elle a vraiment envie de sevrer? Et très souvent, on se rend compte que c'est un problème d'organisation. C'est-à-dire que la maman ne se projette pas encore au travail, elle sait pas trop comment ça va s'organiser. Souvent, elle n'a pas envie de reprendre tout simplement parce que c'est une séparation. Elle va se séparer de son bébé. Mhm. Hem donc déjà, psychologiquement, c'est compliqué. Et du coup, bon, elle se dit: «Mais je vois pas, je travaille du lundi au vendredi, la garde en crèche est je dis n'importe quoi, de 8 heures à 18 heures. J'ai 1 heure de transport, la conservation», tout ça. Alors ce sont des choses que l'on va évidemment évoquer en consultation. Donc on va tout poser, c'est-à-dire que voilà, je vais essayer de savoir où en est la maman dans son allaitement. Quelquefois, il y a des mamans qui se mettent à pleurer parce qu'elles n'ont pas envie en fait d'arrêter et on va essayer ensemble de trouver des solutions pour qu'elle puisse mener plus loin son projet d'allaitement si elle le souhaite. Parce que c'est Ok. son projet à elle, encore une fois. Oui, c'est fonction de ses envies. On essaie de trouver la meilleure organisation. Si la maman me dit: «Écoutez Catherine, moi, franchement, je sais où j'en suis, là maintenant c'est bon, j'ai allaité 1 an, j'estime que c'est déjà pas mal, voilà, là honnêtement j'ai envie d'arrêter». Donc là, la maman, elle est déterminée. Elle sait que, Bah ok, voilà, ok, donc on va l'accompagner vers un tout est sevrage noté. progressif, voilà. Si la maman, sait pas trop, dit: «Mais je vois pas comment on peut l'organiser», on va essayer ensemble de trouver une organisation. Voilà. Donc par rapport à l'amplitude horaire, au mode de garde, le mode de garde aussi c'est important, hein. C'est sûr que si l'enfant est gardé à la maison avec une nounou à la maison dans son espace de vie, bah, c'est sûr que ça va être plus facile d'aller dans le congélateur ou dans le frigo chercher du lait maternel. Voilà, Mhm. ça va être simple. Par contre, si l'enfant est gardé à la crèche et que la crèche prend le lait maternel, mais il y a des protocoles, on peut pas ramener du lait congelé, la maman peut pas venir allaiter à l'heure du déjeuner si elle travaille à côté, et cetera. Il va falloir trouver une autre organisation. Mais tout est possible. Ouais. Tout est possible à condition qu'on en ait envie et qu'on soit Exactement, renseigné. exactement. Et c'est là que c'est chouette d'ailleurs d'accompagner l'allaitement au moment de la reprise du travail, parce que les mamans se lancent un défi et les mamans, elles sont top, hein. Il y a de plus en plus de mamans qui reprennent le travail en continuant d'allaiter leur bébé, hein. Ça, c'est vraiment. Alors évidemment, on va parler du matériel, on va parler du tire-lait, du transport du lait, de la conservation, peut-être des biberons, de la tasse, du biberon cuillère. Enfin, il y a Ouais, des différents contenants qu'on peut utiliser. on va parler de tout ça. On va parler du papa aussi pour savoir ce qu'en pense le papa.
Voilà, Bien quelquefois, sûr. c'est le papa qui met un peu pas toujours, hein, mais qui met un peu la pression, voilà, en disant bon, bah là, ce serait bien quand même d'arrêter. Et puis les Ok. papas qui trouvent que bah, c'est plutôt sympa de continuer. Donc c'est sûr que si la maman est soutenue, Oui, il peut mettre la pression dans les deux sens. Ça peut marcher dans oui, les deux sens. oui. Donc voilà, donc effectivement, c'est un intérêt de voir une consultante en lactation pour organiser la reprise du travail et avoir Ok. une écoute bienveillante et voilà, pour avoir des conseils à vider. Spécifique. Ouais. Ok. De toute façon, la reprise du travail, ça fera l'objet d'un épisode Oui, entier avec un professionnel parce que c'est un large sujet et ce sera intéressant de pouvoir l'approfondir. Ok, et puis dernier point, je reprends pas le travail ou je l'ai repris, enfin qu'importe où j'en suis, est-ce que j'ai allaité 1 mois, 3 mois, 6 mois, 3 ans ou plus, mais j'ai envie d'arrêter d'allaiter. Est-ce que la consultante m'accompagne dans ce sevrage ou ça ne sert à rien que je l'appelle? ah bah si, ça sert à quelque chose, bien sûr. Je pose des questions comme si je savais pas. Oui, oui, bien sûr, mais évidemment que la consultante accompagne le sevrage et quel que soit l'âge de l'enfant, hein. Moi, j'ai accompagné une maman au tout début de l'allaitement qui a voulu sevrer rapidement. Alors évidemment, heu, c'est plus facile, hein, mis à part si elle est en pleine montée de lait, mais bon, évidemment que c'est notre rôle, hein, d'accompagner, le sevrage. Il vaut mieux effectivement qu'elle fasse appel à une consultante en lactation, pour que les choses se passent aussi en douceur, hein, savoir quelles sont les alternatives, les stratégies, si le bébé, par exemple, n'a jamais pris de biberon, alors un enfant je dis n'importe quoi, mais de 7-8 mois, n'est pas obligé de prendre un biberon, hein. Il peut Mhm. boire à la tasse, ou autrement. Voilà, mais la consultante, effectivement, va aider la maman. Et puis surtout, surtout, moi, je dis aux mamans au moment du sevrage, il faut être à l'écoute de son corps. Elle va accompagner la maman pour justement diminuer progressivement la lactation, voilà, en évitant les problématiques d'engorgement ou autres, hein, parce que ça, c'est le risque, hein. Mm. Ok. Ok, super. Euh, Sur quoi d'autre la consultante va intervenir au cours de la vie de ce bébé et de la vie de cette jeune maman? Souvent, on entend parler au moment de la diversification. Est-ce que c'est quelque chose qui est dans votre formation initiale ou est-ce que c'est après un choix de se former sur la diversification des enfants? Alors, je dirais qu'en tant que consultante en lactation, on a toutes, la même formation, hein, on a suivi le même cursus. Après, chaque consultante va se former dans un domaine, plus spécifique, hein. Par exemple, D'accord. des consultantes qui sont formées sur les freins restrictifs, sur la DME. Alors la DME, évidemment, on a une approche, hein, de la diversification alimentaire lors de notre formation, de consultante. Il y a peut-être des consultantes qui sont beaucoup plus à l'aise avec ce sujet. Et donc, effectivement, la consultante peut accompagner, informer, hein. L'idée, c'est d'informer les parents et c'est les parents après qui décident si oui ou non ils ont envie de se lancer dans l'aventure DME. Ouais. Voilà, il y a On rappelle la diversification menée par l'enfant, c'est une diversification où en fait on ne propose pas de purée, voilà, enfin ou pas ou peu oui, dans la diversification menée par l'enfant stricte, il y a pas de purée et en fait on lui propose des morceaux à des tailles bien voilà, définies pour qu'il puisse en exactement, fait appréhender l'aliment mais déjà en morceaux. exactement. Et puis, il y a des consignes aussi de sécurité, hein. Il faut que l'enfant soit capable de se tenir, assis, tout Ouais. seul, qu'il n'y ait pas de trouble de la succion, hein. Par exemple, un enfant avec un frein restrictif qui démarre la DME, c'est vrai que ça peut être, compliqué, voire dangereux. Mhm. Donc voilà, il faut vraiment, bien s'informer, d'où l'intérêt, de, peut-être, voir un professionnel, hein, qui va pouvoir accompagner les parents dans ce projet-là ou tout au moins bien les informer. Bon, super, je crois qu'on a pas mal fait le tour. Est-ce que la consultante a d'autres rôles que tous ceux qu'on a énoncés? Elle en a plein. Oui, je pense qu'elle en a d'autres, elle en a d'autres. Alors, en dehors de l'accompagnement des parents, elle a un rôle également auprès des professionnels, hein, puisqu'elle peut,
faire de la formation auprès des professionnels de la santé, de la petite enfance également, mais ça c'est très intéressant pour les structures d'accueil comme les crèches, les haltes garderies, alors peut-être un peu moins, mais ça dépend. Enfin, en tous les cas, les structures d'accueil en général, elle peut former les équipes aussi à l'accueil de l'enfant allaité. Comment accueillir un enfant allaité, les protocoles, on peut parler de la conservation du lait, etc. et travailler sur même un projet pédagogique. C'est ce que j'ai fait lorsque je travaillais en crèche. J'ai pu travailler avec l'équipe. Ouais, de façon à ce que les informations qu'on donne à la maman sur ce qui est faisable et les informations qu'on donne qui sont présentes dans les structures soient un peu les mêmes, en fait, qu'il y ait cohérence entre les deux côtés. Oui. Et puis auprès des assistantes maternelles aussi. Voilà, de pouvoir former les assistantes maternelles à l'accueil de l'enfant allaité également. Ok. Merci beaucoup, Catherine, pour cet épisode riche en informations. Il ouvre encore une fois des portes vers plein d'autres épisodes pour approfondir chaque sujet qu'on a énoncé. Mais là, déjà, ça nous donne une bonne idée de pourquoi c'est si important, parce qu'on parle quand même pas mal maintenant des consultantes en lactation IBCLC. C'est parfois compliqué de faire la différence. Tout le monde dit un peu qu'il est OK en allaitement. Quelle est la spécificité de ces consultantes par rapport à d'autres personnes qui ont des formations qui sont peut-être très bien, mais qui sont peut-être moins complètes aussi. Et voilà, et savoir à qui on s'adresse et dans quelle mesure et dans quelles conditions, il faut faire appel à une consultante pour régler des problématiques ou simplement se faire accompagner en prévention, prendre des infos, etc. On se retrouve bientôt pour un prochain épisode, Catherine. Et puis, d'ici là, je vous souhaite à tous et à toutes une bonne journée et à bientôt dans Milkshaker. À bientôt. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode de Milkshaker. Vous pouvez suivre l'actualité du podcast sur le compte Instagram du même nom et sur mon site internet charlotte-bergerot.fr dans la rubrique podcast. Vous y trouverez aussi une série de tutoriels pour mamans et bébés réalisés durant le confinement. Si vous avez apprécié ce podcast, n'hésitez pas à le soutenir en laissant un commentaire, en lui attribuant 5 étoiles ou encore en parlant autour de vous. Je vous laisse comme toujours en compagnie d'Emma et de son titre Albidaire qui nous accompagne depuis le démarrage de Milkshaker. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. D'ici là, comme d'habitude, prenez soin de vous, milkshakez autant que vous le voudrez et bousculons ensemble les idées reçues sur l'allaitement maternel. I hate to see you down. Can't stand to know you're hurt. When you say it's getting loud, the voices in your heart. And you know I get it, so let it all out. Keep your head up, your masterpiece, and I'll swear that I'll be there by your side. A text away, you know you can find me. It just takes a whisper and I'll be there to listen. I got you, I'll fight with you, 'cause I love you. I'll be there, I'll be there. Oh, I'll be there, I'll be there. I know I'm not perfect. Sometimes I look myself, but I hope you know I care. You can meet me anywhere. And you know I get it, so let it all out. If anyone comes at you, then I'll swear that I'll be there by your side. A text away, you know you can find me. It just takes a whisper and I'll be there to listen. I got you, I'll fight with you, 'cause I love you. I'll be there,
there. Oh, I'll be there. I'll be there. Trust me every time I have you back, and I know that you'll do the exact same for me. Side by side, don't even need to talk. You know I get it, so let it all out. Keep your head up, your masterpiece, and I'll swear that I'll be there by your side. A text away, you know you can find me. It just takes a whisper and I'll be there to listen. I got you, I'll fight with you, 'cause I love you. I'll be there. I'll be there. So I'll be there. I'll be there.